Un cessez-le-feu est rentré en vigueur ce mercredi au Liban. Il intervient après plus d'1 an d'hostilité transfrontalière et 2 mois de guerre ouverte avec l'armée israélienne. On va parler de cet accord, de ce qu'il contient et de s'il pourrait durer ou non. Et pour ça, je suis avec Georges Malbruno. Bonjour Georges. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. J'invite bien sûr nos internautes à poser leurs questions. On y répond comme d'habitude. Georges, déjà, ce cessez-le-feu qui a été voté hier, qu'est-ce qu'il prévoit ? Alors, l'accord de cessez-le-feu, d'ailleurs, est un accord secret, qui dont les clauses n'ont pas été divulguées, mais on en connaît quand même les grandes lignes. Il prévoit un retrait de l'armée israélienne sous 60 jours, des positions que vous voyez sur la carte le long de la frontière avec le Liban. Et en parallèle, pendant ces 60 jours, l'armée libanaise se déploierait au sud Liban, au sud du fleuve Litani, que l'on voit sur la carte. Et donc, il y aurait ce déploiement de l'armée libanaise. Et en gros, si vous voulez, donc, l'accord consacre, si je puis dire, le désarmement du Hezbollah au sud du fleuve Litani, là où ont eu lieu les combats au sol entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Au cours de ces 60 jours, les militaires du Hezbollah devraient se retirer aussi et donc permettre à l'armée libanaise de se déployer. Donc voilà, alors cet accord reprend aussi, il y aurait un comité de surveillance de cet accord. Ça rappelle une résolution de l'ONU, ça. Oui, c'est tout le but de cette... Oui, en gros, c'est la reprise de la 1701, qui avait été adoptée à l'issue de la dernière guerre en 2006 entre Israël et le Hezbollah, qui n'avait jamais été appliquée à la fois par le Hezbollah, qui réclamait déjà justement la non-présence d'éléments armés non étatiques, donc la non-présence du Hezbollah qui en 2006 était resté sur place. Et cette fois-ci, en revanche, la différence c'est qu'effectivement, entre le Litani et la frontière israélienne, eh bien, l'armée libanaise doit prendre en charge le désarmement du Hezbollah. Donc c'est une 1701 appliquée, je dirais, à la lettre, certaines clauses, parce que d'autres clauses prévoyaient carrément le désarmement du Hezbollah, la non-présence d'éléments non étatiques armés. Et là, on a l'impression, d'après ce qu'on sait, donc effectivement, le texte de l'accord reprend ça, mais toute la question, c'est si on remontait la carte, là, au nord du Litani, le Hezbollah dispose toujours encore plus au nord, si vous voulez bien, dans la Beka, dans la plaine de la Beka, voilà, on la voit pas, mais elle est au-dessus. Le Hezbollah dispose de tunnels, de bunkers, où elle entrepose ses missiles, notamment de longue portée. Et là, même si l'accord conclu hier, qui reprend la 1701, rappelle la nécessité de désarmer le Hezbollah, d'après ce qu'on a compris, ou ce que j'ai obtenu comme information de sources diplomatiques françaises, ça n'est pas la priorité, tout simplement, parce que c'est impossible. Alors, pour remontrer effectivement à nos internautes, voilà, là on est dans le sud, ici, voilà. La plaine de la Beka, c'est plutôt ce qui est ici, là, dans la région de Baalbek, c'est un fief du Hezbollah qui a été durement frappé par Israël. Donc, si vous voulez, l'accord, il y aura, je crois, 2 tests importants pour sa mise en place, qui va être complexe. Il va y avoir le premier test, ça va être entre le Litani et la frontière israélienne, ce mouvement en parallèle de retrait israélien et d'arrivée, déploiement de l'armée libanaise et de disparition en quelque sorte de la présence militaire armée du Hezbollah. Ça, c'est un premier test, ça doit durer 60 jours. Le deuxième test qui a moyen terme, je dirais, si vous faites remonter la carte, c'est ce comité de surveillance de l'application du cessez-le-feu, dans lequel vous trouverez, présidé par les Américains, la France, Israël et le Liban. Donc, comme son nom l'indique, est chargé de veiller à la surveillance du cessez-le-feu, mais aussi il prévoit
il prévoit normalement un contrôle de l'acheminement des armes au profit du Hezbollah à partir de la Syrie, contrôle frontalier. Et là, ça va être aussi beaucoup plus compliqué parce que c'est très très difficile à réaliser, parce que qui va faire ça? L'armée libanaise n'en a pas les moyens. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez probablement remarqué que ces derniers jours, ces dernières semaines et même ces dernières heures, l'armée israélienne s'est concentrée sur des frappes à certains points de passage entre la Syrie et le Liban. Donc voilà. Donc je crois ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est une pause. On rentre dans une période délicate de 60 jours de mise en place de cet accord. Avec beaucoup d'interrogations, parce que, eh bien, même si cet accord a été appliqué, comment il va être vérifié, vous le disiez. Exactement. Il a été agréé par le Hezbollah. De part et d'autre, évidemment, il y a beaucoup de méfiance, mais voilà, à l'heure où on se parle, les armes se sont tues, ce qui est une bonne chose, parce que on voit déjà des milliers de Libanais qui essaient de revenir chez eux. Ça, c'est les images d'hier. Voilà. Ben, ce matin, c'est la même chose. Le gouvernement libanais leur a bien dit de ne pas s'approcher de la zone frontalière, parce que là, les soldats israéliens sont toujours là-bas. L'armée israélienne aussi leur a demandé de ne pas s'approcher. Donc voilà. Et puis, côté israélien, il est encore trop tôt pour que les 60 000 habitants du nord frontalier du Liban puissent revenir chez eux, puisqu'on est dans cette période encore un peu d'incertitude de part et d'autre. Oui, parce que ça, c'est aussi le but pour Israël. Ils doivent accepter cela pour cela, c'est d'arriver à faire revenir toutes ces personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui habitaient justement dans cette zone un peu, il y avait 70 000 personnes. Je vais montrer avec la souris qui est vers ici. Il y avait beaucoup de personnes qui habitaient ici et qui ne peuvent plus rentrer chez eux. Qui avaient dû en partir à partir de 8 ou 10 octobre, lorsque le Hezbollah, en solidarité avec le Hamas, l'an dernier, avait lancé des roquettes sur leurs habitations. Et donc c'était l'un des principaux buts de guerre israéliens, c'est de permettre le retour de ces gens-là. Et ces gens-là devraient pouvoir revenir si cette période de 60 jours est respectée, si le calme est respecté. Je pense que le gouvernement israélien va avoir à cœur de les autoriser à revenir chez eux très rapidement. Il y a d'ailleurs eu des frappes très violente avant le cessez-le-feu de la part d'Israël. Pourquoi ça? Pour profiter au maximum de la période ouverte jusqu'au cessez-le-feu, pour éliminer, disent-ils, ou frapper un certain nombre de cibles du Hezbollah, et puis pour montrer, je pense aussi au Hezbollah, que jusqu'à la dernière minute, eh bien, Israël frappera. Autre élément qui est très important, Israël a obtenu des États-Unis, qui sont un des garants avec la France de cet accord de cessez-le-feu, la possibilité d'une riposte en cas de non-respect par le Hezbollah de cet accord. Et donc ça veut dire une liberté de manœuvre israélienne pour aller frapper ensuite au Liban si jamais le Hezbollah ne respectait pas cet accord. Donc c'est-à-dire que s'il y a des roquettes concrètement qui passent la frontière... Même pas des roquettes, je crois. Si Israël repère qu'il y a enfin je veux dire, après c'est une question d'interprétation. Des roquettes, c'est évident que si le Hezbollah lance des roquettes, Israël ripostera très fermement. Mais même s'il n'y avait pas de roquettes, si Israël repère l'arrivée de combattants du Hezbollah dans les zones au sud du Litanie alors qu'ils ne doivent plus être là, eh bien là, je pense qu'Israël, d'après l'accord, aurait le droit de riposter. Pourquoi Israël a accepté cet accord de cessez-le-feu? Alors on a parlé de ces personnes qui habitaient à la frontière. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Je pense qu'il y a à la fois cette pression populaire, il y a le fait que si vous remarquez, cet accord a été signé peu de temps après l'élection de Donald Trump. Comme par hasard, la période des 60 jours coïncide avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Il y a probablement une volonté de la part de Benjamin Netanyahou de dire à Donald Trump, regardez, je compte sur vous, peut-être sur Gaza pour d'autres objectifs, mais là sur le Liban, je fais des concessions. Puis il y a aussi l'armée israélienne est quand même soumise à rude épreuve. Les réservistes ont du mal à retourner au front. Donc il y avait, et puis il y a aussi, je pense, la perception côté israélien, en tout cas à l'état-major dans les services de renseignement, c'est que le Hezbollah a été dégradé, en tout cas dans sa structure de commandement,
politique et militaire, mais qu'il a été dégradé, affaibli, mais qu'on a bien vu depuis 40 jours, 2 mois qu'Israël lui mène une guerre, le Hezbollah reste capable de tirer tous les jours 150 à 200 roquettes. Et donc, par conséquent, contrairement à ce qui avait été dit initialement, le but, c'est pas d'éradiquer ou de désarmer le Hezbollah à court terme. Donc il y a tout ce réalisme qui a plaidé. Est-ce que justement les buts de guerre d'Israël il y a 2 mois ont été atteints, on a l'impression, 2 mois après? C'était quoi les buts de guerre? C'est la question. Faire revenir les 60 000 habitants du Nord. Moi j'ai toujours dit que ça n'est pas en lançant une longue guerre contre le Hezbollah au Liban que les habitants du Nord rentreront rapidement. C'est justement en faisant la paix, en arrêtant cette guerre. Donc voilà, Israël a remporté un certain nombre de succès tactiques et spectaculaires importants face au Hezbollah, élimination de Nasrallah, élimination de son successeur, élimination d'une dizaine de hauts responsables militaires, opération Beeper qui a stupéfait le monde entier. Donc succès tactique. Mais quelle est la vision stratégique, quel est le but de guerre d'Israël, de Benjamin Netanyahou? On n'en sait rien. Et donc, c'est cette insuffisance-là qui a fait qu'à un moment donné, eh bien, il fallait en finir avec, en tout cas, pendant un certain temps, laisser une trêve rentrer en vigueur pour qu'il y ait un apaisement. Alors, vous avez parlé justement de l'élection de Donald Trump. Est-ce qu'il y a aussi ce mandat d'arrêt qui a été émis contre Benjamin Netanyahou il y a quelques jours, qui peut jouer aussi dans un cas comme ça pour ouvrir ce cessez-le-feu? Alors, oui et non, oui. Ça a probablement pesé dans la relation un peu difficile que Benjamin Netanyahou a avec Emmanuel Macron maintenant, puisqu'on a entendu que Jean-Noël Barrot maintenant semble faire marche arrière sur une arrestation de Benjamin Netanyahou à Paris, ce dont je doute, en disant qu'il y aurait un chef d'État jouit de certaines immunités lorsqu'il est à la tête d'un État qui n'a pas reconnu la CPI. Je ne pense pas que ça ait un impact direct, si ce n'est que ça a pu retarder justement de quelques jours parce qu'il y avait eu un côté israélien, une surprise et une volonté de faire bloc autour de Benjamin Netanyahou. Non, je pense que c'est plutôt à la fois le contexte politique aux États-Unis et puis le contexte militaire sur le terrain qui a joué. Et vous avez parlé des États-Unis. La France a mené ces négociations aussi, a été un acteur important dans ces négociations? Depuis plusieurs mois, la France et les États-Unis travaillent plus ou moins de concert pour justement arriver à cette trêve qui à l'application de la résolution 1701. Vous vous souvenez que le 26 septembre, il y avait eu un accord, une trêve temporaire de 21 jours qui avait été, sur laquelle avaient travaillé Joe Biden et Emmanuel Macron en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui avait été validée par le Liban, plus ou moins validée par Netanyahou, qui au dernier moment finalement a fait machine arrière et le lendemain a liquidé Hassan Nasrallah. Donc la France est impliquée. Parce que le Liban est un pays, c'est le dernier pays au Moyen-Orient où nous comptons une influence, et parce que justement les autorités libanaises veulent avoir la présence de la France pour équilibrer un petit peu le face-à-face qu'elles ont avec Israël, qui a de son côté les États-Unis. Donc voilà, historiquement, la France en 1996, lorsqu'il y a eu un épisode guerrier entre Israël et le Hezbollah, a participé à un mécanisme de sécurité régionale entre Israël et le Hezbollah, à l'issue de l'opération Raisin de la colère. Donc voilà, la France est dans la tradition, c'est un petit succès diplomatique pour Emmanuel Macron qui permet à la France de revenir et de rester fidèle à son rôle de garant traditionnel de la sécurité entre Israël et le Liban. Alors il y a beaucoup de réactions à cet accord de cessez-le-feu, et notamment là il y a le Qatar qui espère un accord similaire à Gaza. Le Hamas aussi s'est exprimé sur la question. Est-ce qu'il y a un possible effet boule de neige? Le Hamas a dit qu'il était prêt à reprendre les négociations, qu'il a salué cet accord, même si ce cessez-le-feu pour eux est
d'un point de vue si on reprend un peu les objectifs du Hezbollah, puisque le Hezbollah liait son combat à Israël à un arrêt des combats dans la bande de Gaza. Oui, je pense que l'élément essentiel aujourd'hui, on a bien vu la diplomatie américaine tout de suite, elle dit il faut revenir à la source du problème. Enfin, c'est la bande de Gaza, c'est la libération des otages israéliens, c'est le retrait israélien, c'est l'aide humanitaire qui arrive. Donc voilà, je pense que là aussi il peut y avoir une fenêtre d'opportunité parce que tout le monde a compris que Donald Trump arrive bientôt et qu'il pourrait effectivement, y compris côté israélien, peut-être un petit peu ne pas continuer la politique de Joe Biden qui consistait à critiquer Israël tout en finançant son effort de guerre. Alors là, ce sont des images qu'on voit du Liban avec les personnes qui reviennent et ces drapeaux du Hezbollah qui flottent. Oui. Est-ce que le Hezbollah peut revendiquer une victoire quelque part en montrant, regardez, on a réussi à faire un cessez-le-feu? Alors, je pense que le Hezbollah va dire que c'est une victoire, ils ont déjà commencé de le dire. Ça n'est quand même pas une victoire, c'est assez compliqué. Le Hezbollah a été affaibli quand même considérablement, en perdant, je vous le disais tout à l'heure, son chef, ses cadres militaires. Il a été affaibli, là, au sud, il va devoir quitter une portion du territoire libanais. Mais il n'a pas été anéanti, loin s'en faut. Il a encore des milliers d'hommes, de combattants. Il a encore des milliers de roquettes et en particulier des missiles de longue portée. Donc le fait pour lui d'avoir survécu, il a été capable, comme je vous disais tout à l'heure, de tirer des roquettes tous les jours. Hein. On nous disait, certains nous disaient au moment de l'assassinat des 12 cadres militaires du Hezbollah que le système de command and control avait été démantelé. Non, le Hezbollah est une organisation décentralisée. Il nous a montré depuis 2 mois que c'est pas parce qu'on tue la tête que sur le terrain, ces hommes ne sont pas capables de lancer des attaques. Donc le Hezbollah peut considérer que finalement le fait d'avoir survécu à cette opération militaire extrêmement sévère et féroce d'Israël est une victoire pour lui. Il n'a pas tout à fait tort. Maintenant, il va avoir un autre combat. Ça va être de renouer avec sa population. Dans le sud du Liban, qui est une population chiite, qui va lui en vouloir parce que, à cause de sa politique, justement, d'obstination et de vouloir continuer de lancer des roquettes en solidarité avec le Hamas, Israël a riposté, a détruit leur maison. Donc, ça va être... énormément de morts. Voilà, énormément de déplacés, énormément de morts. À cause de la politique du Hezbollah. Donc ça va être quelque chose d'intéressant à suivre, voir comment est-ce qu'il va renouer avec cette population. J'ai pas de réponse avec certitude, mais ce qu'on peut dire, c'est que le Hezbollah a été affaibli militairement contre Israël, c'est sûr. Il reste quand même la principale force militaire au Liban. Donc ça veut dire que, il peut toujours supplanter l'armée libanaise. Oui, il peut toujours supplanter l'armée libanaise, et si jamais il y avait des tentations de guerre civile, etc., il serait capable de soumettre ses ennemis. Troisièmement, est-ce qu'il va garder sa capacité, je dirais, d'obstruction au plan politique au Liban sur la désignation d'un président? C'est peut-être probable parce qu'il a des députés. Et maintenant il y a si vous voulez, après la période militaire, il y a la période de transformation, en tout cas d'élection d'un président de la République. Jusqu'à maintenant, le Hezbollah avait une capacité de veto de par sa puissance militaire et aussi ses députés, ses alliances, etc. Est-ce qu'il va continuer d'être dominant sur le terrain politique? C'est une question qui sera intéressante de suivre. Hein. Donc voilà, pour résumer, il a été sérieusement affaibli, mais il reste une composante incontournable parce qu'il a un enracinement social, politique et militaire aussi qui est important, beaucoup plus que le Hamas dans la bande de Gaza. Oui, effectivement, et on suivra ça, bien évidemment. Regardez, le président du Parlement libanais, justement, qui demande à hâter l'élection d'un président de la République. C'est l'enjeu. Dernière question, est-ce que selon vous, ce cessez-le-feu peut être durable ?
Durable, je n'en sais rien. Rien n'est durable au Moyen-Orient au-delà de quelques mois. Il faut espérer déjà que les 60 jours se passent pas trop mal. Il y aura des escarmouches, il y aura des violations de part et d'autre probablement. Alors chacun disant que c'est de la faute de l'autre. Mais j'espère que voilà, cette période de 60 jours qui va être sensible, mais qui est essentielle, va plutôt bien se passer avec des garants qui vont essayer de vérifier l'application. Surtout, on a le sentiment quand même que le Hezbollah, qui a agréé à cet accord, l'Iran derrière aussi, a envie dans un premier temps de jouer le jeu, parce qu'il a, pour les raisons que je vous expliquais, parce que le Hezbollah est quand même sous la pression populaire au Liban. Donc, en parallèle, probablement, je l'ai écrit il y a un mois, l'Iran est en train, je pense, de restructurer la branche militaire du Hezbollah. L'armée libanaise, les autorités libanaises sont décidées à déployer l'armée libanaise au sud et faire en sorte que justement l'État libanais recouvre sa souveraineté. Alors pour que l'État libanais recouvre sa souveraineté, devienne un État digne de ce nom avec un minimum de puissance, ça veut dire que justement que le Hezbollah doit baisser en puissance aussi. Baisser en puissance. Est-ce qu'il y est prêt ? Peut-être à court terme, parce qu'il a subi quand même des échecs, il a pris des coups forts, mais c'est la question, toutes ces questions, c'est celles sur lesquelles je pense qu'on aura l'occasion de revenir, parce que c'est la toile de fond des prochains mois. Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Jean-Paul Pruneau, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, internautes du Figaro, de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer de suivre l'évolution de la situation sur le site du Figaro en direct. Et pour ceux qui nous ont regardés sur YouTube, vous n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée sur le Figaro.